Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un ouvrage de Maëlys de Kerangal intitulé Canoë. Alors, Maëlys de Kerangal, tu veux la présenter, Nicolas ? Oui, alors c'est un écrivain qui publie déjà depuis l'an 2000. Elle a déjà une œuvre conséquente à son actif, une œuvre qui a été souvent saluée par la critique et par des prix littéraires. Citons notamment Cornish Kennedy, qui est peut-être l'un des premiers à l'avoir fait connaître, en 2008, où elle s'intéressait à la vie d'adolescents qui s'adonnent comme loisir à des sauts dans la Méditerranée à Marseille. Naissance d'un pont, qui l'a mise en lice pour le Goncourt, même si elle ne l'a pas eu, mais qui a été suffisamment remarquée pour être sélectionnée. Donc Naissance d'un pont, c'est 2010. Tangente vers l'Est en 2012. Son chef-d'œuvre, selon moi, et dont nous reparlerons dans le podcast suivant, c'est Réparer les vivants, en 2014. Et donc aujourd'hui, nous nous intéressons à sa dernière œuvre, Canoë, qui... à bien des égards, représente une nouvelle expérimentation, j'ai envie de dire, chez cette écrivaine qui souvent conceptualise beaucoup ses créations. Quand on l'entend parler en interview, c'est très réfléchi, c'est très pensé. Parfois, c'est d'ailleurs assez complexe de suivre toute l'élaboration intellectuelle qu'il y a autour et qui vient peut-être de sa formation. Elle a fait des études d'histoire, de philosophie, d'ethnologie, mais n'oublions pas qu'elle est originaire du Havre. Ça, elle tient souvent à le rappeler, ce qui donne une certaine importance à des thèmes comme la mer, le rapport au liquide. Oui, alors on peut se demander de prime abord pourquoi ce titre, quelle est l'origine de ce titre et qu'est-ce qu'il vient faire dans cet ouvrage. Alors est-ce que c'est une narration éclatée ? Est-ce que c'est une suite de nouvelles ? On peut se poser la question de savoir ce qui fait l'unité de cet ouvrage. Alors, il y a bien évidemment le motif du canoë qu'on retrouve dans toutes les nouvelles. Le lecteur et la lectrice vont se transformer un petit peu en détective et vont chercher à identifier les moments où ces canoës font leur apparition. Mais il y a sans doute aussi un élément central qui forme l'unité, le squelette, la colonne vertébrale de cet ouvrage, c'est bien évidemment la voix. Tout à fait. Donc elle s'essaye avec Canoë à un genre nouveau qui pourrait faire penser à la nouvelle, effectivement. C'est un recueil de 8 nouvelles, une plus importante que les autres, Mustang, autour de laquelle tourneraient quelques satellites, les 7 autres textes qui sont de taille variable. Quand on lui demande de définir le genre de ce livre, alors elle ne veut pas qu'on l'appelle vraiment nouvelle, elle parle plutôt en 4e de couverture d'un roman en pièces détachées, donc effectivement d'un roman éclaté, mais qui garderait du coup une certaine unité. En tout cas, c'est ce qu'elle revendique en rejetant poliment, mais en rejetant l'appellation de recueil de nouvelles. Et c'est vrai que le livre cherche un certain éclatement d'un côté, puisqu'on va avoir des histoires qui se passent en France, d'autres aux États-Unis. On va avoir des personnes assez différentes, surtout des voix de femmes, mais des femmes qui représentent des états et des situations dans la vie différents. Et puis on a quand même une voix d'homme à un moment. On a des genres et des registres là aussi qui diffèrent, puisqu'on va passer de Mustang, qui on va dire est
aussi entre le western, le road movie, la critique sociale américaine, et puis la toute dernière nouvelle, Ariane Espace, qui là verse plutôt dans la science-fiction, ou en tout cas le récit ufologique, avec une histoire d'ovni. On a d'autres nouvelles qui seront plus graves et certaines qui seront plus comiques, donc comme si elle cherchait un petit peu à attirer le lecteur dans tous les sens, mais elle revendique une unité qui vient de certains motifs, on va dire, ornementaux, comme ce canoë qui donne son titre à l'ouvrage et qui finalement apparaît beaucoup comme une contrainte, je dirais une contrainte oulipienne. Elle s'est dit il faut qu'elle mette le mot qu'elle case le mot canoë quelque part dans chaque nouvelle, et elle se prête à elle se plie à cette obligation. Mais ce qui va effectivement faire l'unité, c'est son thème. Elle le dit aussi en 4e de couverture. Elle veut sonder la voix humaine, et c'est ce qui nous a intéressés, c'est l'originalité de ce thème, parler de la voix. Absolument. Alors, on aurait pu préciser, on en avait parlé quand on a fait le choix de cet ouvrage, que pour la première fois, en tout cas, nous avons eu le sentiment que Maëlys de Kerangal se livrait et qu'elle nous donnait des éléments. Alors, autobiographique serait ici un grand mot, on ne veut pas s'avancer. En tout cas, il est certain que ce sera autofictionnel, et je crois que tu as lu et écouté suffisamment d'interviews pour pouvoir conforter cette thèse. Tout à fait, elle le dit elle-même, qu'elle s'est prêtée à l'utilisation d'un jeu qui visiblement l'intimidait beaucoup, même si elle l'avait déjà utilisé dans ses tout premiers romans, mais c'est ce qu'elle dit là aussi, finalement elle le faisait un peu naïvement, et là elle revient à ce jeu et elle met effectivement des éléments de sa propre vie, mais sans s'y astreindre complètement, c'est-à-dire qu'elle prend des libertés, qu'on est plus dans une sorte d'autofiction. Mais par exemple, Mustang parle d'une expatriation. Il se trouve que Maëlys de Kerangal a connu cette expatriation. Elle parle de quelqu'un qui a un canoë en décoration chez lui. Eh bien, elle le dit aussi, un canoë qui décore son appartement. Donc il y a effectivement plein de choses qui sont à la fois autobiographiques et fictionnelles. On est ici dans une veine un petit peu différente de ce à quoi elle nous a habitués, où elle était d'habitude plus dans la fiction. De même qu'elle est dans un format qui n'est pas celui qu'on lui connaît, puisqu'elle avait plutôt des romans avec une espèce chaque fois c'est une espèce de chant continu, ininterrompu, avec des phrases très longues. Et là, on est quand même forcément dans une sorte de brièveté, même si on retrouve la phrase de Maëlys de Kerangal qui reste ample, mais le format même de la nouvelle lui impose on va dire un espace différent. Oui, alors moi je te propose de commencer avec la nouvelle qu'elle désigne elle-même comme la nouvelle centrale, autour de laquelle s'articulent ces plus petits textes. Donc Mustang qui m'a intéressée, et cette nouvelle, moi, elle m'a intéressée après l'avoir relue 1 ou 2 fois. Parce qu'à la première lecture, c'est ce que tu disais, c'est le contexte américain, l'expatriation. C'est une femme qui suit son mari, donc une femme qui manque relativement d'autonomie, qui a un enfant qu'elle appelle Kid, et qui doit s'adapter aux mœurs et coutumes américaines qu'elle ne connaît pas. Elle n'a pas encore cette grille de lecture interculturelle qui lui permettrait de s'adapter plus rapidement. Et à la relecture, à l'observation, on découvre que c'est une femme qui est dépressive, qui est seule, et l'un des facteurs qui est à l'origine de cette dépression, c'est le fait qu'elle a perdu un enfant alors qu'elle était enceinte. L'enfant est mort à 7 mois, c'est-à-dire qu'elle a dû le porter à terme pour mettre au monde un enfant mort. Donc c'est un choc inouï pour une femme. Et donc
solitude, cet état de semi-dépression, il semble qu'elle fonctionne dans son quotidien, font écho à sa situation personnelle, à savoir qu'elle se retrouve plongée dans un univers linguistique qu'elle ne connaît pas. Les accents lui sont étrangers, elle parle un peu l'anglais, mais pas suffisamment pour pouvoir le maîtriser. Et évidemment, il y a un énorme vide dans son existence. L'autonomie qui lui manque, eh bien, elle va essayer de l'acquérir en passant son permis de conduire. Son mari va lui acheter une voiture, une Ford Mustang, et c'est un jour, en conduisant cette voiture, qu'elle va avoir un accident. Alors là, tu as une idée sur cet accident et l'interprétation de ce phénomène. Oh, ce n'est pas mon idée, c'est quelque chose que j'ai entendu là aussi dans une interview de Maëlys de Kerangal, qui verrait dans cet accident une sorte de métaphore de son entrée en écriture, cette façon de quitter la voie peut-être du quotidien pour entrer dans une voie nouvelle. Alors je suis en train évidemment de jouer avec les différentes graphies du mot voix, entre la voix VOIX et la voix VOIE. Elle aurait trouvé sa voix et finalement c'est forcément vécu sous la forme d'un déroutement, d'un accident, de quelque chose qui vous fait sortir d'une habitude, qui vous en libère violemment, mais qui est aussi donc une libération. Ça, c'est une interprétation qu'elle donne elle-même, mais sinon, effectivement, il y a, on disait que l'unité du recueil reposait sur cette réflexion sur la voix. Eh bien, il y a ce jeu de mots avec la voix VOIE qui ici est exemplifiée par la voiture. Et qui participe de toute façon de la construction, j'allais dire, un peu cachée de cet ouvrage. Il y a une deuxième nouvelle qui me semble aussi importante, c'est la nouvelle intitulée « Limaille de fer ». Et c'est cette nouvelle dans laquelle elle évoque une amie, c'est une amie française, qui travaille pour une radio. Et donc les deux femmes ne se sont pas vues pendant un certain temps. Et lors de leur retrouvaille, parce que justement, celle qui dit « je », donc la narratrice, donc ce pourrait être Maëlys de Kerangal, elle perçoit le monde extérieur au travers de la voix, elle identifie immédiatement le changement de ton de la voix de son amie Zoé, à savoir que cette voix est devenue plus grave. Et alors elle donne une explication à ce phénomène, c'est le fait que les voix aiguës, pour les femmes, non seulement sont passées de mode, mais aussi témoignent d'un changement sociologique. Oui, tout à fait. Donc le recueil cherche à nous montrer de quoi la voix peut être porteuse. Et donc dans Limaille de fer, donc on voit qu'une femme embauche un coach vocal pour rendre sa voix plus grave afin de travailler à la radio. Et elle a besoin de cette voix grave pour être crédible quand elle s'y exprime. Et justement, on nous explique que les voix aiguës, effectivement, ont moins d'autorité, ne sont pas assimilées à une voix de pouvoir ou une voix d'autorité. Il faut la voix grave, c'est la voix grave qui est représentative de cette autorité-là. Évidemment, la voix grave, c'est la voix qui se rapproche de la voix masculine. Et là aussi, on voit que le fait que les femmes, ces 50 dernières années, ont pu accéder à des lieux de pouvoir, accéder à des postes qu'elles méritaient, mais qui leur étaient jusqu'à présent refusés à cause du machisme général, eh bien, le fait qu'elles accèdent à ces postes fait qu'elles vont quand même, par mimétisme, aller chercher une voix qui est plus grave et qui finalement représente, là encore, celle du modèle masculin. Alors il y a aussi sans doute la théorie biologique. Maintenant, moi, je ne m'aventurerai pas dans ce sens-là,
Mais la voix plus grave, c'est aussi une voix sans doute plus marquée par la testostérone. Et donc, alors, cette évolution socioculturelle, elle trouverait aussi son écho dans une évolution, j'allais dire, biologique, quelque part. Peut-être, mais je crois que la nouvelle reste plus sur l'idée d'une sorte de mue des femmes. Jusqu'à présent, les femmes ne muaient pas. Eh bien, il y a une mue sociologique et que la narratrice semble regretter, car quelque part, c'est une sorte d'aliénation qu'elle exprime à travers cette description de la voix de son amie. Elle a changé, quelque part. Rappelons qu'une voix, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même une intimité qu'on extériorise. Ça vient de l'intérieur, et c'est cette intériorité que son ami a dû changer pour se conformer à une certaine idée du pouvoir, à certaines obligations aussi. Et parlant de sa voix, elle disait, cette amie Zoé, ma voix de chiotte. Tout à fait. Donc, elle s'est pliée, et la narratrice nous décrit l'étrangeté que cela représente pour elle de ne plus vraiment reconnaître son ami à sa voix, rappelant ainsi que la voix, c'est vraiment une partie de notre identité. Absolument. Et dans Mustang, on a un passage assez similaire lorsque justement la femme qui, elle, ne s'intègre pas à la vie américaine, retrouve son mari. Eh bien, son mari, lui, qui était venu avant, qui maintenant parle bien anglais, eh bien, quand elle l'entend parler anglais, elle ne reconnaît pas tellement sa voix. Quelque chose a changé. Là aussi, il y a une étrangeté, une aliénation que Maëlys de Kerangal s'efforce de nous décrire. Ces deux nouvelles, c'est effectivement une très bonne, j'allais dire une très bonne entrée en matière dans le thème de la voix que nous allons approfondir la semaine prochaine dans un deuxième podcast. Chers auditeurs, chères auditrices, merci à vous, merci Nicolas. Et donc à la semaine prochaine.